Bonsoir, il est 18h, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct sur 8 Mont-Blanc, un magazine de la rédaction. Au programme pour commencer cette semaine, nous parlerons politique avec Tiffany Degois, élue sur la première circonscription de Savoie au mois de juin dernier, celle tenue pendant des années par le maire d'Aix-les-Bains, Dominique Dore. Nous reviendrons sur ses premiers pas à l'Assemblée nationale. C'est lundi, c'est Instant Sport. Sébastien Germain nous parlera basket avec Aix-Maurienne et le Tour de France. Et puis nous parlerons aussi rugby dans l'Instant Sport avec Yves Garçon, le président du SO Chambéry, un club en pleine forme, paraît-il. Il nous dira tout ça. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Fanette. Comment ça va ? Ça va, c'est lundi, on est en pleine forme. Bonne reprise. Bonne reprise. On commence, Sébastien, avec donc du rugby. Oui, avec mon invité Yves Garçon, le président du SOC Rugby, tu l'as dit en introduction. Un président heureux, car son club réalise un superbe début de saison. 6 matchs, 5 victoires. Il y a eu une petite défaite ce week-end, mais c'est pas très grave. On va revenir avec lui, on va passer en revue toute l'actualité de ce club. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à voir. Eh ben, parfait. Et puis toi, Pauline, dans une demi-heure, c'est l'heure du JT. Au programme de ce lundi 23 octobre, les maires de Haute-Savoie qui étaient réunis ce week-end. Et ça grogne. Exactement, c'était le 84e, je vais y arriver, congrès des maires. Alors on avait reçu Nicolas Rubin la semaine dernière dans l'émission. On en avait parlé, effectivement, la grogne des élus locaux qui se sentent un petit peu mis sur le côté par rapport au gouvernement. Ils ne s'entendent plus avec le gouvernement, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Sébastien, c'est toi qui étais sur place ce samedi. Je confirme. C'était un peu du sport aussi. C'était du sport aussi. A priori, c'était un peu du sport. Donc suppression de taxe d'habitation, des dotations de l'État. Ils ont peur pour leur fonction, on verra ça tout à l'heure dans le JT. Et puis on va s'intéresser aussi à un handicap mal connu. Oui, avec un web documentaire. C'est une première en France depuis quelques jours. Eh bien, c'est un documentaire qui est consacré aux troubles du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Alors Jean-Paul Crespi a rencontré le réalisateur, il vient d'Aix-les-Bains. L'idée, eh bien, c'est surtout un outil pédagogique, que ce soit pour les parents ou pour les enseignants. Reportage complet tout à l'heure dans le JT. Merci. Et puis Pauline, autre petite revue de presse quotidienne. On commence avec du sport et un Martin Fourcade pas très en forme. Oui, et c'est possible. C'est assez rare. Oui, et c'est assez rare pour être souligné. C'est pour ça que j'en parle, parce que d'habitude il gagne. Alors cette fois-ci, il n'a pas gagné Martin Fourcade à la Fécla. Il a terminé à la 11e place malgré un bon tir, 9 sur 10. Alors le grand favori soutenu par le public n'était pas en jambes selon lui. Il dit: je m'attendais pas à cette situation. Les sensations ont été tellement mauvaises qu'il faudra que je trouve une raison. Alors pas de quoi s'alarmer non plus. C'est le début de la saison, on n'a pas encore pris les vrais skis. Il sera prêt a priori pour les Jeux Olympiques. Il est d'ailleurs porte-drapeau, Sébastien, tu l'avais dit, tu l'avais rencontré. Donc pas d'inquiétude pour Martin Fourcade, en tout cas pas tout de suite. Pas tout de suite. Et puis des taxis volants dans la vraie vie. Et oui, exactement, ça va peut-être se passer du côté du lac Léman. C'est le navigateur Alain Thébault qui est l'inventeur des Sea Bubbles. Il a choisi Genève pour tester un de ses services de navette. Alors au début, ça devait être testé sur Paris, mais finalement, ça n'a pas pu être possible. Donc il tente d'avoir des conditions meilleures du côté de la Suisse. C'est en cours de création. Des discussions se poursuivent avec les autorités cantonales pour accueillir une première ligne pilote qui reliera 2 communes genevoises. Ils espèrent une mise en service au printemps 2018. Peut-être idéal pour enfin éviter les bouchons du côté de Genève. En plus, c'est super sympa de traverser le lac. Bon, après, le prix n'est pas encore donné, donc ce sera peut-être un peu cher. Mais voilà. Le kilomètre. Et toi, Fanette, tu t'es aussi intéressée du côté de Lémanique. Oui, c'est un reportage assez touchant de nos confrères de RTS. En effet, une personne sur 100 est née avec un sexe dans lequel elle ne se reconnaît pas. Et dans le canton de Vaud et de Genève, l'école cherche depuis quelques années à intégrer au mieux ses élèves transgenres et à favoriser leur transition. On peut notamment entendre le témoignage de Noé dans ce reportage, 15 ans, qui est élève dans une école vaudoise. L'école a été compréhensive, ils ont tout fait pour me compter comme j'avais envie qu'ils me comptent. Et puis, on reparle de la suppression du glyphosate. Voilà, je reçois là dans quelques secondes Tiffany Degois qui, elle, n'a pas signé la tribune. On va lui demander, je lui demanderai pourquoi. Mais plusieurs parlementaires de la même majorité, donc La République En Marche, dont Véronique Rioton ou encore Marion Lenne, ont signé ce week-end une tribune dans Le Monde. L'Union européenne doit se prononcer le 25 octobre prochain sur l'interdiction du glyphosate, un pesticide. 54 députés de la majorité demandent tout simplement son interdiction et le plus rapidement possible. Et de rappeler qu'en France, 8000 tonnes sont pulvérisées chaque année. Plusieurs études sérieuses et étayées dès 2015 par le Centre international de recherche sur le cancer l'ont classé comme cancérogène probable. Il y a donc urgence selon ces parlementaires. Merci Fanette. Merci à vous deux. Je vous retrouve tout à l'heure. Normalement, chacun, pour la suite n'hésitez pas à revenir. C'est ça. Merci.
Le temps d'accueillir mon invité, je vous propose quelques images des premières neiges. On en a reçu beaucoup aujourd'hui à la rédaction et manifestement les stations ont envie de faire savoir que la neige est arrivée, que l'hiver est bientôt là. On commence avec les chutes, vous le voyez, du côté de Val Thorens, la station la plus haute d'Europe annonce 8 cm de neige fraîche. Le glacier de Tignes lui est déjà ouvert pour les vacances de la Toussaint, ça a dû lui faire du bien à ce glacier. Et puis Val Thorens ouvrira son domaine le 17 novembre prochain. En Haute-Savoie, du côté des Contamines Maugeois, on se gargarise aussi des premiers flocons à 1900 mètres d'altitude. D'autres chutes de neige sont attendues cette semaine en Savoie-Mont-Blanc. Ne manquez pas la météo de Thierry Paulme juste après le JT. Tout de suite, c'est l'invité du jour. Tiffany Degois, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Alors, vous êtes élue depuis 4 mois, tout simplement. Comment ça va? Tout va bien. Un peu fatiguée parce que je viens de rendre mon rapport sur les travailleurs détachés. On en parlera peut-être un peu plus, mais tout va bien. C'est très intéressant. Il se passe bien ce début de mandat? Oui, c'est très intensif avec la session extraordinaire, la mise en place de la permanence, mais vraiment, on est là pour travailler et c'est ce qu'on a déjà bien commencé à faire. Alors, pour rappel, vous avez été élu avec 50,76% des voix contre le républicain Dominique Dore au mois de juin dernier. Vous l'avez ainsi privé de son 5e mandat sur cette circonscription. Qu'est-ce que vous retenez de cette campagne aujourd'hui avec un peu le recul? On se souvient de tensions assez fortes, hein, notamment entre les deux tours. Oui. Qu'est-ce que ça vous a appris, cette campagne? Moi, cette campagne, j'y suis allée parce que je voulais défendre le programme qu'on avait participé à élaborer avec le comité d'Aix-les-Bains. Et j'avais vraiment à cœur de le défendre. Et c'était vraiment... j'y allais pour ça. J'y suis jamais allée pour me confronter à autre chose. Et moi, j'ai regretté cet entre-deux tours que j'ai trouvé pas très bon parce que finalement, on ne s'est pas concentré sur aller voir les citoyens alors qu'il y avait déjà eu un taux d'abstention assez fort au premier tour. Et vraiment, moi, le second tour, c'était un enjeu pour moi d'aller chercher le maximum de citoyens aux urnes. Et c'est pas ce qu'on a fait et c'est dommage. Avec le recul, est-ce que vous vous sentez plus légitime ou vous vous sentiez déjà au moment de votre élection? Ces 4 mois, ils vous ont permis de vous installer confortablement dans ce siège de député? Oui, j'ai jamais eu. Finalement, ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai mis en place le comité En Marche. Ensuite, il y a eu la campagne présidentielle où là, on en a profité déjà pour aller un petit peu partout. C'est vrai que dès janvier, on a commencé à aller partout dans les petits villages. Donc c'est vrai que ça m'a plutôt servi, je pense, pour les législatives ensuite parce que on commençait à animiez le comité local à Aix-les-Bains. Voilà, c'est ça. Donc on a pris vraiment part avec une quinzaine de bénévoles très actifs. On avait déjà été partout finalement autour du lac du Bourget et donc j'ai jamais j'ai jamais pensé manquer de légitimité là-dedans et finalement après l'élection ça a été de continuer à aller voir tout le monde parce que une campagne 3 semaines ça avait été assez rapide et donc maintenant c'est d'aller visiter des entreprises par exemple comme ce matin Savoie Yaourt que je suis allée voir ou aller voir aussi les pompiers, les gendarmes finalement permettre une coopération pour les années à venir. Comment vous articulez votre emploi du temps entre Paris et la circonscription? Alors, ça dépend des semaines selon ce qu'il y a à faire, mais en général, j'essaie vraiment de partir le mardi matin et de revenir le jeudi soir. Mais dans des moments assez intenses comme la session extraordinaire, le rapport sur les travailleurs détachés ou le projet de loi de finances, là, on peut prendre sur le lundi ou le vendredi. Alors Dominique Dore était sur ce même canapé il y a quelques jours. On lui a demandé, c'est Sébastien qui était à ma place, il lui a demandé votre premier bilan, en tout cas ce qu'il en pensait. Je vous propose de l'écouter. Ça donne une élection qui n'a, de mon point de vue, pas beaucoup de sens. Je parlais l'autre jour avec un leader socialiste de mon département. Disant, si tu m'avais battu, voilà, je comprenais, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un connu, reconnu. Bon, là, ce n'est pas le cas, donc c'est une espèce de coup de dé qui, non pas donne de la frustration, mais ressemble un peu à quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Quel regard vous portez sur les premiers mois de mandature de Tiffany Degois? Bah, je ne sais pas ce qu'elle a fait, à vrai dire. Vous voyez, son premier bilan, c'était de dire, je crois, j'ai voté 18 textes. J'aurais préféré qu'elle dise, j'en ai voté 17 et il y en a un sur lequel j'ai donné un point de vue différent. Voilà. On ne sait pas ce que vous avez fait, en tout cas c'est ce qu'il dit.
Alors, au niveau local, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc déjà au niveau de l'environnement, avec le lac du Bourget, le lac d'Aiguebelette, où on a quand même le premier et le troisième plus grand lac naturel de France qu'il faut promouvoir. Il y a eu la carrière d'Anglefort. J'ai commencé à intervenir également sur l'urbanisme, et notamment l'urbanisation croissante, avec notamment la politique logement qui a été assez sollicitée cet été. Donc j'ai déjà eu d'ailleurs des contacts avec Dominique Deur à ce sujet-là. Et au niveau national, comme j'ai pu commencer à le dire, dès juillet, j'étais en charge d'un rapport sur les travailleurs détachés, donc sujet politique. J'ai travaillé juillet, août, septembre là-dessus, donc j'ai pu justement aller voir les acteurs locaux, puisque en Savoie, on est notamment concerné. La Savoie est aussi concernée par la problématique des Exactement, travailleurs c'est pour ça que détachés. ça m'intéressait justement, sur les tours opérateurs, sur le BTP. Et donc, je suis allée un petit peu partout en Savoie, j'y suis allée sans a priori, demander aux acteurs locaux qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et ensuite, de ces premiers contacts, j'ai pu me faire une idée. J'ai pu aller à Paris et à Bruxelles, aller voir les institutions européennes, notamment le président de la Commission européenne, le président Juncker, qui a accepté de nous recevoir pour nous expliquer un petit peu, parce que c'est lui qui a mis en avant cette révision-là. Et donc, on a fait plusieurs auditions avec un petit peu un panel, soit des salariés, des employeurs, les entités de l'État, pour se faire une idée. Et donc, la semaine dernière, jeudi dernier, j'ai pu présenter ce rapport, et dont découle ce rapport une résolution qui sert aujourd'hui à la ministre Pénicaud, ministre du Travail. Parce que les 28 ministres du Travail étaient réunis à Luxembourg aujourd'hui. C'est ça, pour le Conseil européen. C'est un dossier sacrément technique. On va juste écouter un extrait de votre intervention en commission pour qu'on se rende compte un petit peu du travail que ça peut être. Et puis on en reparle. On entend toujours la Pologne est contre la révision, sauf que eux, ce qu'ils nous disent, c'est que les travailleurs polonais, ils aimeraient bien avoir une révision parce qu'eux aussi sont finalement les victimes du détachement parfois des travailleurs avec les Ukrainiens. Donc vous voyez, c'est un peu poupée russe. Il n'y a pas que la France qui pourrait subir quelque chose, il y a la Pologne aussi. Donc on a eu finalement des échanges indirects par rapport aux différents acteurs qu'on a pu voir, mais pas d'échanges directs. Ce dossier-là, par exemple, c'est un dossier sacrément technique. C'est difficile d'être député ? Non, parce que j'ai à cœur vraiment de mettre tout le monde autour d'une table et d'entendre ce qu'ils me disent, d'en faire la synthèse et de le porter. Et c'est vrai que j'étais vraiment fière que En Marche, La République En Marche maintenant, me confie, parce que c'est le premier texte politique qu'on propose à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, il a été adopté en commission des affaires européennes. Si aujourd'hui il n'y a pas de compromis, il risque de passer dans l'hémicycle avant la fin de l'année. Donc c'était une fierté parce que c'est assez technique, comme vous le disiez, et c'était une sacrée charge de travail, et plutôt de la fierté, et aussi auprès de la Savoie, parce que même si ça concerne toute la France, la Savoie est particulièrement touchée, donc fière pour la Savoie. J'en ai parlé tout à l'heure dans la revue de presse. Oui. Vous n'avez pas signé la tribune, comme d'autres parlementaires savoyards, sur l'interdiction du glyphosate. C'est un sujet qui ne vous intéresse pas? Vous êtes répartis les combats? Ah non, pas du tout. Le glyphosate, c'est une vraie question. J'étais voir un agriculteur à Cessan de la coordination rurale il y a 2 semaines, et on en a parlé parce que c'est un vrai sujet, et notamment la députée Rioton et la députée Lem ont totalement raison de signer cette tribune pour donner de la visibilité à cette question. Moi, aujourd'hui, je préfère être assez réservée là-dessus parce que les agriculteurs ont beaucoup de contraintes aujourd'hui. Je pense qu'il faut déjà régler les contraintes structurelles que connaît l'agriculture aujourd'hui, et ensuite on fera en sorte tous ensemble, parce qu'ils souffrent de cette mauvaise image d'agriculteurs pollueurs. Et aujourd'hui, je pense que la principale question de l'agriculture, c'est déjà d'assurer finalement une vie digne à ces agriculteurs, et ensuite, et bien sûr, l'environnement fait partie. Alors, avant de vous engager dans le mouvement En Marche, vous avez été pendant 1 an à l'UDI. Vous l'avez quitté parce que vous étiez déçu. Ce coup-ci, vous n'êtes pas déçu, ou en tout cas pas encore? Alors l'UDI, j'ai eu ma carte 1 an, mais j'avais pas fait grand-chose, parce que pour moi, il n'y avait pas de valeur ajoutée. On ne pouvait pas apporter son petit truc. Il fallait finalement, on prenait des informations, on nous disait ce qu'on devait porter, et c'est tout. En Marche, c'est tout le contraire. Ça part du citoyen et c'est ensuite les citoyens qui décident ce que porte le mouvement.
parce que même si c'est devenu un parti politique, pour moi, comme je le disais, c'est en marche et c'est un mouvement. Et donc, on a toujours cette liberté-là de parler. Voilà, il y en a qui sont sur le glyphosate. Je pense que j'aurai d'autres sujets à porter. Je suis en lien toujours avec En Marche. À côté de ça, je me suis inspirée d'En Marche pour mettre en place des ateliers citoyens également. Le premier s'est tenu d'ailleurs. Oui, à Albins, oui. Et ensuite, voilà, j'essaie toujours de me nourrir du terrain, de prendre finalement ce qui marche justement chez En Marche pour faire avancer la démocratie et répondre aux vraies préoccupations des Français. Dernière question rapidement. L'Assemblée nationale s'est beaucoup féminisée, rajeunie avec l'élection du mois de juin dernier. Vous, en tant que jeune et femme, comment vous vous sentez dans cette Assemblée ? Très bien, j'ai été très bien accueillie. On a des huissiers qui font un travail formidable qu'on ne voit pas mais qui sont derrière. Des députés, moi j'essaye, comme vous voyez pour les travailleurs détachés, si les personnes veulent aller voir toute la vidéo, le travail a été félicité à la fois par la France Insoumise, à la fois par les LR. Et donc finalement c'est une fierté de trouver un consensus et on essaye vraiment, même si bon, parfois il y a des amendements, voilà, il y a une sorte d'embouteillage d'amendements pour faire retarder, pour faire politique, pour porter ses idées, enfin peut-être un peu trop et de façon, je pense pas la meilleure pour la démocratie. Mais à côté de ça, moi, ce que je porte et ce que je porterai toujours, même avec les élus locaux, qu'on soit de sensibilités même différentes, c'est vraiment qu'on se mette ensemble pour l'intérêt collectif. Et c'est ce que j'essaie de faire à l'Assemblée nationale. Eh ben, merci beaucoup. À vous. Merci d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Au revoir. Il est 18h18, c'est l'instant sport. Là, à côté de nous. Bonjour messieurs, bonjour Sébastien. On va parler rugby. Oui, on va parler rugby de haut niveau avec le président du SOC Rugby. Le SOC Rugby qui évolue en Fédéral 1, donc c'est l'équivalent de la 3e division. C'est le club de Haute-Savoie, de Savoie-Mont-Blanc, le plus classé, le plus haut classé dans la hiérarchie. Président Yves Garçon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Alors on va revenir déjà sur ce coup d'arrêt, on va dire, qui a eu lieu ce vendredi. Un match compliqué du côté de Bourgoin. Bourgoin, ancienne équipe de top 14, avec une défaite 26-21 à la clé. Première défaite de la saison. Exact, première défaite de la saison, mais une défaite qui laisse beaucoup de regrets. C'est comme ça. Ça s'est joué à pas grand-chose finalement, parce qu'à la fin, vous revenez à 5 points et vous auriez très bien pu marquer cet essai qui vous aurait donné la victoire, ou en tout cas au moins revenir à égalité. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de regrets. Sur quoi ça s'est joué, notamment une entame de match assez compliquée? Ouais, une mauvaise entame de match et puis des fautes qui sont pas acceptables au niveau dans lequel on évolue, avec des fautes qui sont pas acceptables tout simplement. Donc on donne 9 points sur des fautes, plaquage à retardement, croche-patte ou autre. Et ça coûte 9 points. Ils avaient un buteur de très grande qualité. Et voilà, donc cela nous a permis. On a toujours couru après le score. Donc globalement, on a. Défaite logique. Défaite logique, oui. Malgré tout, vous repartez avec le point de bonus défensif. Ça comptera peut-être en fin de saison. Ah c'était le minimum avec lequel on partait d'abord. Mais effectivement, c'est une défaite qui laisse beaucoup, beaucoup de regrets pour nous. Alors, un premier revers qui n'efface absolument pas du tout, en rien, ce super début de saison pour la Chambéry. On l'a dit, 6 matchs, 5 victoires. Vous êtes aujourd'hui en tête de cette poule élite. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que vous attendiez un aussi bon début de la part de vos joueurs? Vous savez, chaque début de saison, on a plein d'espoir. Par contre, pour nous, c'est un petit peu l'inconnu. Nous partions avec un nouvel entraîneur et puis de nouveaux joueurs. Donc, beaucoup de joueurs, 4 joueurs de l'année dernière de la finale étaient partis en Pro D2. Donc, on avait renouvelé notre effectif d'une façon certaine. Voilà, donc c'était plutôt une très très bonne surprise. Président, je vais vous poser la question clairement. Est-ce qu'aujourd'hui le SOC vise la montée en Pro D2? Cette question, on me la pose régulièrement. On ne va pas se cacher. Au moins, c'est bien. Si on a la possibilité, on le fera. On rappelle que le premier de la saison régulière et le vainqueur des playoffs sont promus. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis maintenant 2-3 saisons, on le rappelle avec une victoire lors du Trophée Jean Prat, cette finale l'année dernière, cette défaite en finale d'accession, vous avez le sentiment que les regards ont changé sur Chambéry de la part de vos adversaires en Fédéral 1? Complètement. Cette année, tous les matchs, nous sommes attendus. Et je pense que les matchs télévisés l'an dernier, pour la phase finale, ont donné un éclairage très positif sur le club et la ville de Chambéry et sur les Savoies.
On va laisser de côté quelques secondes le ballon ovale. On va parler basket à présent avec l'équipe d'Aix-Maurienne, Savoie Basket, qui a repris le chemin des parquets de Pro B. AMSB recevait Charleville-Mézières ce vendredi. Tu y étais, Seb, on regarde ton reportage. Pour ce premier match à domicile de la saison, Aix-Maurienne Savoie Basket n'a pas perdu de temps pour être dans le bon tempo. Sous l'impulsion d'Hakim Williams ou encore de Rachid Gaston, les Savoyards réalisent un premier quart-temps de très grande qualité. Très vite, AMSB se détache pour créer un réel écart, 27-13 après les 10 premières minutes. Lors du deuxième quart-temps, Charleville-Mézières est plus agressif en défense et sous les paniers. Mais Marvin Dominique et Devin Sweetney prennent le relais savoyard pour maintenir l'écart entre les deux équipes. Score à la pause, 44-30 pour les Aixois. Non épargné par les blessures depuis quelques semaines, Fabien Romeillet, l'entraîneur d'Aix-Maurienne, doit composer avec les fautes en seconde période. Son effectif n'étant composé que de 9 joueurs. Les Carolo-Massériens en profitent pour revenir dans le match, sans pour autant réduire sensiblement l'écart. Lors du dernier quart-temps, les attaques s'en donnent à cœur joie. Les coéquipiers de Karim Atamna gèrent leur avance grâce à leur adresse à longue distance. Et malgré une petite frayeur en toute fin de match, Aix-Maurienne s'impose finalement 75-68. C'est sûr, c'était important de bien commencer à domicile. On sait qu'à la semaine dernière à Nancy, même diminué, on aurait pu faire quelque chose. Mais voilà, le résultat est là. Il fallait prendre la première victoire à domicile. Peu importe la manière, il fallait être rassuré et prendre la victoire. Je pense que voilà, on ne va pas se mentir. Avec Charleville, on est une équipe qui va jouer en principe le maintien. Après, voilà, on sait que le championnat de la Pro B est très serré. Donc à voir. Et oui, maintenant, il fallait prendre le match à domicile contre eux parce que c'était important. Première victoire pour AMSB dès le deuxième match de la saison. Et 3 points qui font le plus grand bien pour démarrer ce long championnat de Pro B. Et c'est positif parce que les joueurs s'y investissent. Donc voilà, et c'est d'autant plus positif qu'on est dans la difficulté puisqu'il nous manque beaucoup de joueurs. On est en début de saison, on a une équipe renouvelée, on est aussi on s'intéresse beaucoup au contenu. Les résultats, moi je pense que si on a du contenu, on aura des résultats. Voilà, et je trouve que le contenu ce soir défensif a été très bon. Et il a été déjà assez bon à Nancy. Si on est capable de le faire pendant 3, 4, 5 matchs, ce sera déjà une base sur laquelle on pourra s'appuyer pour l'avenir. Après Nancy, il y a 10 jours, les Savoyards se déplacent à Roanne, autre ancien champion de France, ce vendredi. Président, on vient de voir un reportage sur Aix-Maurienne qui doit vivoter avec un tout petit budget en Pro B de basket. Est-ce que, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que si sportivement vous arrivez à monter en Pro D2, vous aurez la possibilité financière et structurelle de jouer à ce niveau? Alors écoutez, il y a 2 questions sur celle que vous venez de nous poser. Financièrement, je pense qu'il y a un événement, quelque chose qui se passe, c'est que nous aurons davantage de sponsors. D'abord, il y a la télé. Les matchs sont tous télévisés, donc c'est plus facile. On est plus vendeur auprès des partenaires. Ça, c'est le point au niveau du budget. Il faut savoir que les droits d'accession, avec la prime à l'accession, avec les droits télé, c'est environ entre 1,6 et 2 millions d'euros. Pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable de budget. Les collectivités participent un peu plus. Il y a des subventions de la région, il y a des subventions un peu plus importantes des collectivités. Voilà, donc après, d'un point de vue structure... Je parle essentiellement du stade. Du stade, en ce moment, il y a des aménagements qui sont faits. Il faut savoir qu'il va y avoir l'éclairage. L'éclairage, on devrait l'avoir pour le mois de février, un éclairage de type Pro D2. Et puis on a de la panoplie qui va permettre de valoriser nos partenaires. Voilà. Après, si on monte cette année, chose que l'on espère, on ne va pas se mentir, il y aura le problématique du stade, notamment sur la tribune. Et on sait que les collectivités nous ont promis le stade dans la mandature, c'est-à-dire avant 2020. On y croit, mais on va essayer de les bousculer un peu plus. Parce que clairement, aujourd'hui, c'est un frein, ce stade municipal de Chambéry, assez vétuste, pour continuer à grandir. C'est surtout la capacité du stade qui est vétuste aujourd'hui. On peut faire, pour les grands matchs, 3500 spectateurs, avec dérogation. C'est réellement un frein, oui. Malgré tout, malgré ces petits soucis extrasportifs, on peut dire que Chambéry a aujourd'hui un vrai pouvoir d'attraction dans le monde du rugby. Et cette saison, vous l'avez évoqué en début d'émission, vous avez réussi à composer un groupe homogène avec des vraies valeurs sûres. Énormément de changements, mais des valeurs sûres. Des valeurs sûres, et puis on a francisé notre effectif. On travaille également beaucoup sur la formation. Cette année, le club a fait des efforts considérables sur la formation. On a un centre d'entraînement labellisé. On professionnalise notre formation depuis le haut niveau jusqu'en bas. Et on est en train de travailler pour aller jusqu'au, si possible, au moins de 6. Tout ça étape par étape. Et le club a un projet d'essayer de grouper les meilleurs jeunes pour qu'ils puissent évoluer dans les championnats nationaux. Les meilleurs jeunes des Savoies,
des deux Savoie. Justement, parce qu'avant d'aller en plateau, vous aviez évoqué en discutant, vous aimeriez bien regrouper tout le rugby savoyard et haut-savoyard. Pour les jeunes, essentiellement pour les jeunes, bien sûr. Ça part des jeunes pour ensuite... Ça part des jeunes, parce que les jeunes, aujourd'hui, la difficulté, tout le monde nous fait grief en disant vous avez des joueurs étrangers qui viennent, vous avez des joueurs d'autres. Mais aujourd'hui, on a un niveau de formation qui est insuffisant. Donc, Sur les deux départements ? Sur les deux départements. Il faut qu'on arrive à faire travailler, à évoluer nos jeunes en cadet, en junior, dans des championnats nationaux. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et le Chambéry en lui-même n'y arrivera pas. Et je pense qu'aucun des clubs des Savoies n'y arrivera. Donc groupons nos forces, groupons nos synergies et on fera évoluer nos gamins à un niveau supérieur. Mais il faut savoir que la formation, ce n'est pas quelque chose d'instantané. Ça prendra peut-être une décennie, mais on évoluera, on permettra aux jeunes de chez nous à évoluer dans un championnat pro. Le message est lancé en tout cas. C'est ce que j'allais dire. Le parcours du Tour de France a été dévoilé cette semaine. On y reviendra aussi dans le JT tout à l'heure avec l'étape Bourg-Saint-Maurice-La Rosière. Mais toi, la semaine dernière, Sébastien, tu t'es intéressé à une étape très attendue, Annecy-le-Grand-Bornand. Elle passera par le plateau d'Aiglières, ce qui est inédit. On regarde ton reportage. Avant de pouvoir profiter du panorama du plateau d'Aiglières, point d'orgue de cette 10e étape du Tour de France 2018, Annecy-le-Grand-Bornand, le peloton devra en passer par une terrible montée qui mène au col d'Aiglières. Avec ses 6 km à plus de 11% de moyenne, ce passage inédit devrait laisser des traces chez les coureurs. Je ne connais pas beaucoup de cols où la pente est aussi difficile pendant aussi longtemps. Il n'y a pas de répit. Bon, il y a un petit répit de faux plat là, pendant 200 mètres à 2 km de l'arrivée. Mais sinon, le début est vraiment très très dur. La montée d'Aiglières, c'est vraiment une montée pour pur grimpeur. Cerise sur le gâteau pour le peloton ou plutôt pour le public. Cette montée s'achèvera par 2 km non goudronnés. Il faudra être extrêmement vigilant. Il faudra garder des forces au sommet pour pouvoir garder beaucoup de réflexes pour passer cette route avec tous les... éviter les petits cailloux, les petites choses comme ça, pour éviter les crevaisons. Elle est caillouteuse et pas mal de fumée, de poussière. Et technique, il faut un peu de savoir-faire pour rouler là-dessus, ouais, c'est clair. Le choix du plateau d'Aiglières, site historique de la Résistance, fort en symbole, marque le retour en force du Tour de France en Haute-Savoie. Le département a envie de partager les valeurs de ce plateau, les valeurs qui étaient portées par la Résistance, c'est notre culture. Et nous allons essayer de partager tout ça avec le plus grand nombre et avec les merveilleuses images que le Tour de France va distribuer en France et dans le monde. On est dans une épreuve où l'humain, le sport, les valeurs sportives, etc. sont magnifiées. Alors je trouve que sur le plateau, toutes ces leçons-là se retrouvent. Rendez-vous donc le mardi 17 juillet 2018 pour cette 10e étape du Tour de France, ici, sur ces pentes qui mènent au plateau d'Aiglières, dans le massif des Bornes. Il s'agira peut-être d'un moment charnière de l'épreuve, qui aura des allures de bagarre générale pour le maillot jaune. Président, avant de se quitter, un petit mot sur Michel Aringeval, l'un de vos deux coachs. Finalement, c'est peut-être lui votre meilleur recrue chaque été. Il faudrait qu'il soit éternel, Michel. Enfin, effectivement, c'est une très très bonne recrue. Et puis les catalyseurs, il y a des joueurs qui viennent jouer à Chambéry parce qu'il y a Michel Aringeval. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Donc il fait progresser ses joueurs. Et puis c'est vrai qu'il est dans la perfection permanente, quoi. Il n'arrête pas. L'année dernière, on perd la finale. Je ne mens pas, peut-être une demi-heure après, il dit bon, qu'est-ce qu'on fait pour la saison qui arrive, quoi. Ça, on n'a pas de repos avec Michel. C'est le genre d'entraîneur qu'il faut pour Chambéry. De toute façon, Benjamin, il est dans la même, il fait dans le même moule. Ce sont des passionnés, ils vivent que pour le rugby. Bien sûr que ce sont des entraîneurs comme ça qu'il faut. Des entraîneurs qui vivent avec le rugby et puis qui soient catalyseurs. C'est indispensable. Prochain adversaire pour vos joueurs ce dimanche à domicile contre Rouen. Rouen qui a remporté l'année dernière le trophée Jean Prat, donc un match compliqué. Il faudra rebondir. De toute façon, on n'a pas le choix. Avec nos objectifs, nos ambitions, on se doit de rebondir et on se doit surtout de gagner tous les matchs à la maison. Ça, c'est le minimum auquel on doit s'astreindre. Merci, Président, en tout cas, d'être venu. On parlera bien évidemment de vos nouvelles. Merci. Un peu de ski Voilà, un petit peu de ski, puisque vous le savez sans doute. La saison de Coupe du Monde reprend ce week-end du côté de Zolden en Autriche avec le géant.
Pour les descendeurs, il faudra patienter encore un petit peu avant Lake Louise au Canada, dans un gros mois à peu près. En attendant, les hommes s'entraînaient du côté de Tignes. Je vous propose d'écouter quelques réactions Adrien Théo et Guillermo Fayed. Pour le moment, j'essaye maintenant de plus aller dans la performance, notamment comme on peut le faire en Super G, où vraiment je veux mettre l'accent sur la première manche, parce que c'est ce qui est intéressant en Super G. La course, il n'y a pas d'entraînement, donc il faut être très bon dès la première. Donc voilà, j'essaie de mettre ça en place et de bosser techniquement, mais surtout de mettre les watts à fond pour skier à 100%, parce que je pense que l'année dernière, c'est ce qui m'a manqué un petit peu au moins sur le début de saison. J'avais du mal à tout mettre en place et à m'engager à 100%, donc voilà, le but là, c'est d'envoyer un petit peu, se faire plaisir et voilà. Lake Louise, j'apprécie particulièrement. Après, chaque année est différente. Donc voilà, je ne me mets pas du tout de pression. Là, je suis vraiment à la recherche du plaisir sur les Coupes du Monde. J'ai vécu vraiment l'année dernière une saison vraiment, je dirais, niveau plaisir. C'était plus côté enfer que plaisir. Donc déjà, si je retrouve un peu cette flamme du plaisir, ce sera déjà bien. Après, le résultat, c'est un peu secondaire en quelque sorte, quoi. Quelques résultats pour voilà, quelques terminer. résultats pour finir. Avec du football et la Coupe de France, 6e tour, si je ne dis pas de bêtises, 6e tour de la Coupe de France, avec la victoire d'Annecy contre Vaux-en-Velin, 4-3. La qualification, l'exploit de Cluse-Sonzier, club de Régional 1, qui se qualifie devant Saint-Priest. Là aussi, 4-3, donc on aura 2 clubs au Savoyard en Coupe de France, 7e tour, avec l'entrée en liste des clubs de Ligue 2. Donc pourquoi pas un gros match au Parc des Sports du côté de Cluse-Sonzier. Du rugby, donc on l'a dit, la défaite du SO Chambéry à Bourgoin 26-21, mais Chambéry est toujours premier du classement avec 22 points. En fédéral 2, fortune diverse pour les clubs au Savoyard, défaite d'Annecy à Voiron 22-12, victoire de Rumi à Saint-Savin 29-10. Un mot de hockey sur glace avec la division 1, la défaite d'Annecy du côté de Cergy-Pontoise en région parisienne 3-2 après prolongation. Le derby, le nouveau derby, il y en a beaucoup puisqu'il y a beaucoup de clubs en division 1. Mont-Blanc qui s'incline à domicile contre Courchevel, Méribel, Pralognan, qui reste sur une belle série. Mont-Blanc est 11e, Courchevel est 7e du classement. Du handball, on l'a dit, avec là aussi encore une défaite pour Chambéry. 6e défaite en 6 matchs, c'est le contraire du rugby pour les Chambériens. Défaite contre le Paris Saint-Germain, il n'y a pas grand-chose à dire. En National 2, un derby là aussi avec la victoire d'Annecy-le-Vieux contre Aix-les-Bains 28-25 et une 3e victoire consécutive pour Annecy en National 3 contre Saint-Égrève 33-27. Et enfin un mot de water-polo, puisqu'on n'en parle pas assez du water-polo. On a un très bon club, Aix-en-Savoie qui s'impose du côté de Moulins. 3e journée, Aix-en-Savoie a remporté ces 3 matchs. Merci beaucoup Sébastien. Merci d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Je me charge du petit rappel des titres pour le JT puisqu'on est un petit peu en retard. On parlera du congrès des maires de Haute-Savoie qui était remonté ce samedi pour leur congrès national. Et puis un handicap mal connu mis en lumière à travers un webdoc. C'est l'hyperactivité. Demain, dans Accès Direct, on parlera vivre ensemble. Au programme, l'association Oser le féminisme, l'accueil de l'étranger et un festival de danse transfrontalière. FDAM, tout un programme. Et puis donc tout de suite c'est le JT, puis la météo de Thierry Paulme. Et juste après une expérience, puisque l'on parlait démocratie directe tout à l'heure avec mon invité, nous vous proposons de suivre en direct sur notre antenne le conseil municipal de Chambéry. C'est une première, on va voir ce que ça donne. Restez donc avec nous. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à 8 Mont-Blanc. À demain.